dans la presse avec Julien Cheïda ce matin. Bonjour Julien. Bonjour Damien. Zoom d'abord sur le Soudan, ce conflit qui sévit depuis de nombreuses années maintenant, mais qu'on ne voit que pas ou peu, les images sont rares et la presse est en train de s'interroger maintenant sur son propre traitement médiatique de cette guerre. Je vous invite à lire, Damien, ce premier article du Figaro avec ce titre « 150 000 morts, 12 millions de déplacés » et cette question « Pourquoi parle-t-on si peu de ce conflit au Soudan ? Pourquoi la société civile et nous les médias aussi parlons beaucoup plus de ce qui se passe à Gaza ? Et en Ukraine, quelques éléments de réponse donnés par le quotidien. Le Soudan est un pays, je cite, inclassable. C'est un carrefour multiethnique et aussi un pays qui n'a pas été aussi marqué par la colonisation que d'autres pays d'Afrique. Bref, c'est un pays qu'on ne comprend pas, je cite le Figaro, vu d'Occident, même si un bilan évoque qu'il aurait fait plus de victimes en une semaine qu'en 2 ans à Gaza. Regardez ce que dit ici le New York Times qui parle d'un Soudan, je cite, en chute libre, avec de rares témoignages de journalistes soudanais à lire dans le quotidien new-yorkais qui décrivent les atrocités vécues par les civils depuis la chute de la ville d'El-Fasher au Darfour. Témoignages précieux mais fragiles. Certains auraient perdu la vie selon le quotidien américain. À lire aussi dans la presse arabophone, la presse du Moyen-Orient, avec ce focus sur la ville d'El-Fasher à lire dans Middle East Eye, avec ce titre « La chute de la ville, autrefois refuge pour les déplacés, ouvre, je cite, un nouveau chapitre cruel dans la guerre au Soudan ». S'indigner, c'est ce que fait ici le quotidien britannique The Independent, avec ce titre extrêmement fort. Le monde doit agir pour mettre fin à cette catastrophe, avec à lire dans l'article, le constat fait par des chercheurs américains qui parlent d'une vague, je cite, d'hyperviolence similaire à celle qui avait frappé le Rwanda en 1994. On part au Royaume-Uni maintenant, Julien, où la BBC est dans la tourmente après les démissions surprises de 2 de ses principaux dirigeants. Oui, regardez, c'est ici à la une du quotidien britannique, le Daily Express, avec ici la photo de l'ancien patron désormais de la BBC, Tim Davie, qui part donc après, je cite, que le groupe a falsifié un discours de Donald Trump dans une de ses émissions phares. Regardez, c'est à lire ici, plus précisément dans le journal Le Monde. La BBC a diffusé en 2024 un reportage sur l'assaut des partisans de Donald Trump contre le Capitole à Washington. C'était en janvier 2021 et on y apprend que l'extrait du sonore du discours de Donald Trump qu'on peut y entendre est en fait un remontage de ce discours. C'est une faute journalistique qui a été mise en lumière par le Daily Telegraph, qui est un journal conservateur, hostile à la BBC. Est-ce que cela devait conduire à une démission ? La réponse est claire, c'est non, pour le Guardian qui évoque une BBC, regardez, victime d'une attaque coordonnée et surtout motivée sur le plan politique. La BBC, je cite ici le Guardian, est une chaîne de gauche dans le viseur de la droite britannique, une chaîne qui n'aurait pas dû céder sous la pression et politique et médiatique, politique notamment venue des États-Unis. Regardez ici ce que nous raconte le Figaro. C'est comment, donc évidemment Donald Trump s'est réjoui de voir, je cite, des journalistes corrompus licenciés. Dans le Figaro, on peut lire aussi un Donald Trump qui commence depuis quelques mois à partir en croisade contre les médias et surtout contre les journalistes qui lui sont hostiles. Article complet ici à lire dans le Figaro. Passionnant. En France maintenant, Julien, les débats budgétaires s'étirent en longueur. La culture du compromis, chère à Sébastien Lecornu, a parfois ses limites, selon certains parlementaires. Un mot phare ici à lire dans le Libération. Regardez ici, lentement. Il savait que trouver un budget ne serait pas un long fleuve tranquille, mais que c'est lent, témoignent certains députés. Tout prend beaucoup trop de temps selon eux. Le Monde parle ici de députés qui sont à la fois résignés et de plus en plus fatigués par les nuits à rallonge passées à débattre, y compris les nuits des week-ends. Le résultat dans le Figaro, c'est à lire ici. C'est une tension immense racontée par le quotidien de droite avec ce voyage dans les coulisses d'une assemblée à feu et à sang. Fin de citation. On termine, Julien, sur l'image insolite de ces dernières semaines. On sait enfin qui est l'inconnu le plus célèbre pris en photo à Paris. Je vous le montre ici, cet inconnu. Je vous agrandis la photo. Un jeune homme au style raffiné, chapeau fedora sur la tête, photographié devant des policiers en faction devant le Louvre. C'était juste après le célèbre cambriolage. La photo a fait le tour du monde. Certains, Damien, parlaient même d'un Hercule Poirot à la française venu enquêter sur ce qu'on appelle désormais l'affaire des bijoux. Finalement, c'est tout simplement
un jeune Français de 15 ans qui a décidé de révéler son identité ce week-end. Il aime bien s'habiller, dit-il. Il était venu visiter le musée avec sa mère, sauf qu'il a trouvé le musée porte close. Petit fait à noter, il ne savait pas que le musée venait d'être cambriolé. Non, mais il a bien posé pour la photo, hein, ça se voit bien. Il a 15 ans, il va au lycée comme ça? Effectivement. Bon, merci beaucoup, Julien. Allez, on va reparler à nouveau de cette COP30 climat.